Bonjour et bienvenue dans ce 5e causerie avec André Douzé. Et puis pour m'accompagner, forcément, André Douzé. Salut André, comment tu vas? Bonjour Antoine, bonjour Miasme, ça va. Alors André, initialement, on voulait faire un sujet que l'on traitera donc la prochaine fois, qui était un sujet sur Charles Perrault. Et puis tu as décidé finalement au dernier moment de changer de sujet et d'attaquer la deuxième partie concernant l'ordre du Temple. On avait fait la première partie il n'y a pas longtemps. Pour quelle raison? Alors, la raison est très simple. J'ai décidé de rectifier le thème d'aujourd'hui il y a 2 jours, parce qu'aujourd'hui est l'anniversaire de l'arrestation de l'ordre du Temple, la fameuse rafle de Nogaret. Voilà. Donc le 13 octobre. Il y a 709 ans. D'accord. C'est une Donc, très bonne raison. voilà, j'ai trouvé intéressant de revenir sur cette arrestation, sur ce moment qui est forcément monté en épingle d'abord par tous ceux qui s'intéressent à l'ordre du Temple, et peu importe la facette dont ils vont éclairer cette société, ce mouvement à la fois religieux et militaire. Quoi qu'il en soit, c'est un moment que tous soulignent, et puis bien entendu vont célébrer avec la coloration, avec l'état d'âme que peut avoir chacun d'entre nous et qui diffère de l'un à l'autre. Mais souvent, je dis, ce sont les différences qui font l'unité. Donc là, j'espère que c'est quand même quelque chose qui va réunir ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, puisque ce moment est indiscutable. Alors effectivement, j'ai choisi ce moment parce qu'on nous présente, des historiens vont nous présenter la rafle de Nogaret comme le premier exemple de rafle, qui sera suivi de bien d'autres. Nous en avons de très intéressants et de très dramatiques lors de la dernière guerre en France. Les fameuses rafles qui ont visé certaines parties de la population française. La rafle de Nogaret avait pour but d'arrêter, de saisir les maisons templières et les templiers un matin, un même jour et au même instant par tous les sergents d'armes royaux du pays. Alors on nous dit qu'ils ont reçu des lettres scellées un mois auparavant, ou en tout cas au moins 2 ou 3 semaines auparavant, leur disant vous ouvrez ce document à telle date, à telle heure, et vous obéissez à l'ordre qui est contenu dans ce pli scellé, un pli à cachet. Bon. Et effectivement, on sait que l'opération a fonctionné. On sait effectivement que l'arrestation de l'ordre du Temple a eu lieu ce matin-là, et probablement des centaines d'hommes du Temple ont été arrêtés, et les maisons fortes, les bâtiments de l'ordre du Temple investis. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on est à un moment de notre histoire où les croisades sont terminées. Il n'y a plus lieu de s'intéresser trop à ces ordres qui est à la fois religieux et guerrier. C'est redoutable, un guerrier religieux à qui on dit tu as le bon droit derrière toi, et il faut que tu ailles sur le champ de bataille, et tu vas t'y comporter très durement, et si tu meurs en combat, évidemment, c'est le paradis garanti, au moins un strapontin. Donc ces hommes ont cru, ont eu la foi. Bon, le problème est qu'ils n'ont plus utilité, mais la machine de guerre templière fonctionne encore, elle est bien huilée, elle est bien équipée, elle est en très bon état. Et l'ordre du Temple, forcément, revient. On n'a pratiquement plus de points forts, encore que nous reviendrons sur un épisode lors d'une prochaine discussion. Il est resté quand même quelques points où l'ordre du Temple est resté en Orient. Nous verrons pourquoi, où et comment. Mais en attendant, ils reviennent. Ils occupent des bâtiments, et ce sont des hommes qui ont une réputation de guerriers. Ils sont toujours extrêmement respectueux des gens qui vivent sous leurs ordres, les journaliers qui vivent pour eux. L'ordre du Temple est très respectueux, très juste, humaniste, humanitaire, mais ferme. Et on a cette réputation d'hommes de guerre qui ont un sens de l'humour
qui s'arrêtent à leur pont-levis et à leur rempart et au bout de leur épée. Et effectivement, Philippe le Bel doit énormément d'argent à l'ordre du Temple, et on sait que si, en tant que roi de France, puis en tant que Philippe le Bel à titre familial, doit rembourser d'un coup sa dette à l'ordre du Temple, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'en reste plus qu'une solution, comme pour une saisie aujourd'hui, on va lui saisir ses biens, c'est-à-dire que pour payer la dette, il va donner à l'ordre du Temple la France. On peut penser, en regardant bien en filigrane la manœuvre de l'ordre du Temple plusieurs décennies auparavant, qu'on est là devant un plan bien établi. Je ne me souviens plus si j'avais parlé d'un événement qui avait été repris par un historien et qui avait dit l'Europe ou la revanche des Templiers. C'est-à-dire que les Templiers avaient prévu effectivement un système européen avec une monnaie pour tout le monde, un regroupement de commandements, évidemment, sous leur puissance et sous leur contrôle. Philippe le Bel sait très bien ce qui peut se passer. D'ailleurs, il va demander à intégrer l'ordre du Temple, ce qui lui sera refusé. Il va également essayer avec quelqu'un de sa famille. Ça sera également refusé. L'ordre du Temple va refuser qu'un ver rentre dans le fruit, s'insurge. On sait toutefois que Philippe le Bel a bien joué la comédie, puisque lors d'un enterrement, je crois que c'est la veille ou l'avant-veille, Philippe le Bel et le dernier maître de l'ordre du Temple en fonction, Jacques de Molay, vont tous les deux tenir ce qu'on appelle les cordons du poil, c'est-à-dire ce qui protège le cercueil lors de la cérémonie religieuse funéraire de ce haut personnage royal français. Donc ils sont là, tous les deux font bonne figure. Philippe le Bel sait très bien que dans 48 heures, Jacques de Molay va être arrêté, que l'ordre du Temple va tomber, et il attend que les pièces d'or coulent à flot pour renflouer les caisses de l'État. On peut penser à juste titre, quand on regarde certaines archives, que l'ordre du Temple avait été à propos de cet événement. Entièrement, je ne sais pas, peu importe. Mais il y a eu des fuites, comme toujours dans ces moments-là. L'arrestation est un succès. Si on regarde bien, en effet, à la même heure, ce matin-là, les sergents du roi se présentent devant les maisons du Temple, qu'elles soient commanderies, fermes, granges ou autres bâtiments. Ils se présentent et ils demandent aux Templiers d'abord de se rendre, de déposer leurs armes et de laisser les soldats entrer et les emmener captifs jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Jusque-là, ils ne sont, on pourrait dire, que simplement mis en garde à vue avec une perquisition des locaux. Alors on va tout de suite nous dire, à partir de là, c'est un chef-d'œuvre dans l'art de la rafle. Oui, sans doute. La lettre à cachet a bien fonctionné. On va quand même apprendre qu'en certains endroits, les sergents royaux vont, bien sûr, ils vont y aller, ils y vont, mais ils vont doubler l'effectif, parce qu'ils se disent, si l'ordre du Temple refuse d'ouvrir les maisons, et s'ils nous attendent en tenue de guerre, ça va chauffer, ça va tomber des deux côtés. Ils y vont quand même, et à la stupéfaction générale, l'ordre du Temple, dans toutes les maisons, va déposer les armes et se laisser emmener. On a, allez, disons pour la France, une quinzaine, une vingtaine d'exceptions, où sans doute des hommes un peu plus sanguins que les autres, ou n'ayant pas eu forcément l'ordre de se rendre sans coup férir, va leur dire, eh bien, si vous voulez prendre la maison, allez-y, mais ça va chauffer, et ça chauffe très peu. Par rapport aux centaines de lieux, on peut dire que ce n'est rien du tout. On va quand même se poser des questions. Parce que de mon côté, si on prend un plan pratique, et puisque les historiens prennent le plan pratique de la lettre à cachet, je vais quand même rappeler que l'ordre du Temple a fonction depuis son retour des croisades et pendant les décennies de croisades, de défendre également les routes de France. Et les Templiers, d'un point à l'autre, d'une maison forte à une commanderie, d'une maison forte à une grange, d'une maison forte à un autre bâtiment du Temple, ils quadrillent toutes les nuits, ils envoient des patrouilles d'hommes de guerre, de guerriers en costume de guerre, et qui vont patrouiller. Les routes n'ont jamais été aussi calmes et garanties, assurées, qu'à ce moment-là. Donc ces hommes qui patrouillent la nuit,
Ils ne sont pas dans les maisons au moment de l'arrestation. C'est la palissade. S'ils ne sont pas dans la maison forte, c'est qu'ils sont ailleurs. C'est évident. Ils sont en patrouille, ils rentrent. Ils s'aperçoivent au loin qu'il se passe quelque chose d'anormal. On peut dire, d'après les archives qui ont pu être retrouvées, et dans notre région, on en a qui sont gratinés. Ils font demi-tour, ou en tout cas, ils s'arrêtent. Ils s'aperçoivent que la maison forte n'est pas assaillie par des bandes de pillards, sinon ils seraient intervenus immédiatement. Ils s'aperçoivent que ce sont les bannières royales, ils n'interviennent pas, ils restent à l'abri, et parfois ils reculent. Et ces hommes ne seront jamais arrêtés. Et ça fait plusieurs centaines d'hommes qui ne vont pas être interceptés par des soldats de Nogaret. Ceux-ci, les historiens évitent d'en parler parce qu'on ne sait pas où les mettre. Ils ont disparu. En fin de compte, pour moi, la rafle de Nogaret est un exercice de passoire et de panier percé. Effectivement, on a arrêté des gens. On s'aperçoit que souvent on arrête, je ne dirais pas la piétaille, mais on va arrêter des paysans qui travaillent pour l'ordre du Temple. Ce qu'on saisit est risible, dérisoire. Des arquebuses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal, quelques épées pourries, très peu d'armement. Où sont les pièces d'armes de l'ordre du Temple? Si elles ne sont pas dans l'armurerie, elles sont ailleurs. Encore une la palissade. On ne sait pas. En toute logique, elles accompagnent les hommes qui les portent à leur ceinture, hein, logiquement. Oui, c'est le pactage. C'est le pactage. Hein. L'ordre du Temple est rigoureux. Chacun a le même pactage comme à l'armée. Et ces pactages suivent les hommes. Et là, bizarrement, les pactages ont disparu. Ensuite, un dernier événement, et qui lui aussi n'est pas contestable, c'est Vienne. Au moment du concile de Vienne, qui fait tomber l'ordre du Temple d'une façon définitive, c'est terminé. La papauté, la religion, abandonne l'ordre du Temple. C'est le concile de Vienne. Et à la stupéfaction générale, autour de Vienne, en plein concile, voilà que ceux qui sont sur les murs et qui gardent Vienne disent il faudrait venir voir, on a un petit problème. Et oui, on a un petit problème, c'est qu'autour des remparts de la ville de Vienne se mettent à caracoler, sortis d'on ne sait où, des hommes de guerre du Temple, bien équipés, propres, avec des chevaux en parfait état, et qui vont se mettre à tourner autour de la ville. On parle de plusieurs centaines de guerriers, 600, 800. Bien entendu, ceux qui sont pour l'ordre du Temple vont amplifier, comme lorsqu'on te donne les statistiques d'une manifestation à Paris. Hein, on te dit, oh, ils étaient quoi 80 000. Et les autres disent, oui, on était 2 millions. Après, il faut faire la moyenne. Toujours est-il qu'on est certain, par les archives, que des hommes du Temple portant bannière vont tourner autour des murs de Vienne. Ils sont en habit de guerre et Vienne ne sait pas ce qui va se passer. Vienne n'est pas prêt à un assaut. Bien sûr, l'assaut pourrait être repoussé, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'inquiétude. Et en fin d'après-midi, ces hommes disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont apparus. Alors on me dit, non, il n'y en a pas eu 600. Il y en a eu combien? À peine 400. Eh bien moi, je vais dire une chose. Même pas 400, même pas 300, même pas 200, même pas 100. S'il n'y en avait eu que 10, c'était 10 de trop. 10 qui montrent que la rafle n'a pas fonctionné entièrement. Il s'agit de plusieurs centaines de guerriers. Et ces guerriers vont disparaître. On va avoir des chances, des possibilités. On va s'apercevoir que certains ordres religieux vont recevoir beaucoup d'hommes qui vont demander à entrer en religion. C'est ce que j'appelle une crise de foi. Non pas parce qu'ils ont trop vu, mais parce qu'ils ont trop vu de choses. Ils savent que ça commence à sentir le roussi, le torchon brûle, et beaucoup d'hommes vont rentrer en religion, notamment chez les Chartreux. Ils ne seront pas tous pères Chartreux, ils seront peut-être simplement moines, peu importe. Ils vont rentrer, et là, à partir du moment où on entre en Chartreuse, c'est un peu comme dans les églises au Moyen-Âge, droit d'asile. C'est terminé. On change d'identité, c'est fini. Et là, on s'aperçoit qu'il y a ça remplit à pleine dizaines ou centaines d'hommes qui rentrent en religion. Ce sont tout simplement des Templiers. N'oublions pas que l'Écosse ouvre grandes ses frontières à l'ordre du Temple, parce que l'ordre du Temple s'est comporté fort courageusement et fort honorablement avec l'Écosse, tout comme en Espagne.
En Espagne, le roi d'Espagne, enfin celui qui est en fonction à ce moment-là, lorsqu'il reçoit l'ordre du Vatican et le conseil éclairé de Philippe le Bel d'arrêter les Templiers, il traîne les pieds. Et non seulement il traîne les pieds, mais il dit mais c'est que nous, ils nous ont rien fait. Hein, et en fin de compte, il abolit l'ordre, mais il abolit l'ordre laissant le temps qu'un autre ordre soit monté et constitué d'autres Templiers. Donc, en fin de compte, on va simplement changer de brassard, de casquette, et on repart pour un tour. Donc, et ce serait quoi cet autre ordre en Espagne? Alors, je pense que on a ce qui reste en archive, c'est Calatrava. Hein, là, on a des archives très belles. Et puis, dans tout un pays de l'Espagne, et si tu veux, nous pourrons en parler, parce que nous y sommes allés faire de la prospection, il y a des choses extraordinaires qui restent en vestiges, en archives, en documents et en état d'esprit, encore aujourd'hui. D'ailleurs, souvent, dans mes articles, j'utilise le terme « les messieurs du temple ». C'est tout simplement qu'encore aujourd'hui, dans certaines communes éloignées d'Espagne, lorsqu'il y a des vestiges de commanderies, de maisons templières, les gens ont pour ces vestiges et ces commanderies une véritable vénération. On entretient la ruine. Elle ne s'effondre pas. C'est pas la peur. On n'a pas peur des petits fantômes templiers. Non, non, c'est la mémoire. Et les gens vont te parler, non pas de l'ordre du temple à voix basse comme en France, mais des messieurs de l'ordre du temple ou des messieurs du temple, c'est dire le respect, ils ont droit au titre monsieur. Bien. Donc, ça fera l'objet d'une de mes dernières interventions sur l'ordre du temple. Et là, ça devient véritablement ébouriffant parce que nous allons retrouver en permanence, en filigrane, derrière ces vestiges, ces histoires, ces hommes, ces fantômes de l'ordre du temple, une certaine famille qui s'appelle Périos. Je ne sais pas si tu m'as entendu parler un jour dans mes délires des familles de Périlos. Mais oui, légèrement. Ce sera le moment d'y revenir et on va s'apercevoir qu'entre les Périlos et l'ordre du temple, il y a eu d'énormes accointances extrêmement discrètes, ce qui fait que c'est passé de l'autre côté, personne n'a pu voir. Donc, je vais en venir à ce point maintenant. Voilà de ce qu'il en est de la rafle de l'ordre du temple. Alors aujourd'hui, on voit sur le net ce que j'appelle des interventions guimauves. On pleure beaucoup sur l'arrestation de l'ordre du temple. On est effondré, on sanglote, mais d'accord, on gémit, mais on espère. Et ceux qui comprennent certains mots comprendront ce que je veux dire en disant gémissons, mais espérons. Et effectivement, on nous dit que oui, l'ordre du temple a été arrêté, mais qu'il a survécu et qu'effectivement les trésors ont été cachés très vite parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. On a vu arriver les soldats du roi, on a juste eu le temps de murer quelques bricoles, faire partir quelques valises par quelques souterrains. Bien sûr, ça y est, ça va pouvoir étayer quelques hypothèses sur lesquelles je reviendrai. Mais en réalité, il faut prendre ce moment comme quelque chose de très important. Et on peut se demander, à l'étude de cette arrestation, de cette rafle vue du côté des Templiers, comme quelque chose qui aurait pu être la possibilité de mettre fin à quelque chose pour que puisse naître autre chose. L'ordre du temple, tel qu'il était, ne pouvait plus vivre et ne pouvait plus se comporter comme il s'était comporté. Donc il fallait quelque chose de plus diplomatique. Il fallait fermer l'ordre du temple. On dit que parfois, lorsqu'une porte s'ouvre, il ne manque pas à une autre, lorsqu'une porte se ferme, il ne manque pas à une autre de s'ouvrir immédiatement. Et on peut se demander à juste titre si l'autorité templière n'avait pas donné ordre à ces hommes en leur disant « ne résistez pas ». Déjà, ne pas résister va pouvoir nous permettre, avec des avocats, de pouvoir vous sortir de la garde à vue. Alors, les hommes ont obéi. Les Templiers avaient l'habitude d'obéir, même à des ordres beaucoup plus sévères que ça. On imagine que s'ils avaient eu l'ordre, ou si on avait laissé carte blanche aux responsables de ces maisons fortes, dont des commanderies qui étaient extrêmement bien fortifiées, capables de soutenir un assaut, eh bien, s'il n'y avait pas eu d'ordre, eux n'auraient dit au sergent du roi, on s'en moque, venez nous prendre si vous y tenez. Et là, ça aurait chauffé, on l'aurait su. Bizarrement, et même ceux qui sont pour Nogaret disent oui, en effet,
la lâcheté de l'ordre du Temple, d'avoir plié à cet ordre de cette façon-là, est extrêmement curieuse pour des hommes aguerris. N'en doutons pas, ils ont tellement été stupéfaits qu'ils se sont rendus. Non, c'est pas ça du tout. On peut supposer effectivement qu'il était temps de changer la peau du vieil ordre pour préparer la nouvelle. Bon, les choses ont mal tourné, c'est vrai, mais est-ce qu'elles ont mal tourné ou est-ce qu'elles ont bien tourné? On ne le sait pas. Par exemple, je vais donner un exemple notoire. On a dans le secteur de Haute-Loire des commanderies et on va s'apercevoir que dans ces commanderies, après l'arrestation, après la chute du Temple, mais quand je dis après, c'est pas le lendemain, c'est une vingtaine d'années après, donc tout est réglé. Les cendres de Jacques de Molay sont froides, il n'y a plus de trace du bûcher. Et bien 20 ans après, les transactions, les ventes, les achats se font toujours avec la commanderie et signés par le sceau du commandeur templier de telle et telle commanderie. Nous avons ces documents, évidemment, si j'en parle. Ce qui signifie que 20 ans après, ces commanderies n'ont pas été inquiétées, ou en tout cas, ils ont laissé partir 2 ou 3 hommes du Temple, ils en ont remis d'autres, et la commanderie a continué à fonctionner. Voilà. Ça, c'est mon intention. Ensuite, que reste-t-il de l'ordre du Temple aujourd'hui? Eh bien, il va nous rester beaucoup de choses. Enfin, un document officiel qui nous donne la liste des frères du Temple qui ont réussi à faire la valise. Et ça, c'est pas, comme auraient dit certains, un exercice de douzetterie avancée. Non, c'est une archive nationale, elle n'est pas discutable, elle n'est pas contestable, et il y a là plusieurs centaines de noms qu'on peut retrouver dans les archives du Temple. Donc il y a bien eu des gens qui sont partis. Ils n'ont pas dû aller très loin. Et je voudrais simplement maintenant reprendre quelques sites, quelques exemples de lieux qui ont laissé une mémoire. Pour moi, il y a des sites et des endroits qui sont beaucoup plus notoires que d'autres. Je vais, évidemment, je vais aller vers mes fascinations de début de chercheur, Monsonnès, pour ne citer en priorité que cette commanderie. Monsonnès, là, on n'est pas très loin des Pyrénées, hein, c'est le secteur de Foix. Il y a également, après Monsonnès, il y a des endroits où on a des personnages très intéressants qui sont intervenus. Mais Monsonnès est intéressant à plus d'un titre, parce que, bien entendu, on sait que les commanderies vont passer à l'ordre des hospitaliers. À ce propos, soulignons que les hospitaliers ont été frères d'armes avec les Templiers et qu'ils ont été les derniers à défendre une tour à Saint-Jean d'Acre, au coude à coude, mais il y a eu un petit problème. Les hospitaliers sont partis pendant la nuit, voyant que de toute façon, le point n'était plus défendable. Les Templiers sont restés parce qu'on ne leur avait pas donné ordre de se replier, on leur avait donné ordre de tenir. Les hospitaliers sont partis sur la pointe des pieds, et puis ce sont les Templiers qui se sont retrouvés seuls le matin. Mais ensuite, c'est pratiquement les hospitaliers qui vont récupérer 9 sites templiers sur 10. Et curieusement, je vais souligner d'autres sites templiers très importants et qui là n'ont pas été vendus, mais offerts, donnés à un autre ordre qui n'a plus rien de guerrier. Ce sont les Chartreux. Ces fameux Chartreux qui vont accueillir les Templiers qui ne savent plus où aller, qui demandent l'hospitalité et qui vont faire leur crise de foi en entrant dans l'ordre des Chartreux. Les Chartreux sont bienveillants et le pape, Clément V, va dire « Oh, ben, je vais vous donner quelques sites templiers, vous en ferez de belles Chartreuses. » Ils en ont fait de belles Chartreuses, effectivement. On va y revenir ultérieurement. Mais restons à Monsonnès pour l'instant. Monsonnès, évidemment, les hospitaliers récupèrent la place. Et ce qu'il y a d'intéressant dans Monsonnès, c'est très curieux pour moi, c'est que ce site est d'une importance capitale dans ce que je vais maintenant aborder. Et je ferai grâce, dans un premier temps, de toute une coloration ésotérique, mystérieuse, des fantômes d'ordre du Temple, des souterrains, des secrets profonds dans les entrailles de Monsonnès. Non. Nous allons prendre des choses qui sont historiques dans un premier temps. Eh bien, Monsonnès, à ma connaissance,
ce qui signifie que je peux me tromper, parce que je n'ai pas la science infuse en la matière, est la seule chapelle templière qui est conservée de son origine, toutes ses peintures. C'est-à-dire que là, nous avons, en la visitant, la vision religieuse d'un ordre dans sa chapelle. Alors aujourd'hui, on nous dit, c'est l'église de Monsonès. Oui, c'est l'église de Monsonès, parce qu'à une époque, la chapelle des Templiers est devenue l'église de la commune, parce que c'était le seul bâtiment qui pouvait recevoir une église. Donc effectivement, on en a fait une église. Hein. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on visite, c'est quelque chose qui est complètement ébouriffant, car il n'y a pratiquement pas de représentation religieuse, catholique, chrétienne, telle que nous l'entendons, nous, aujourd'hui, avec l'image qu'on attend d'un aspect religieux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi l'ordre du Temple, d'un coup, ne va pas nous présenter l'image d'un Dieu le Père qui surgit de derrière les nuages et qui regarde d'un œil bienveillant, quand même un peu sévère, sa création? Il n'y est pas. On va s'apercevoir qu'en fin de compte, on n'a qu'une seule représentation de Jésus, et qui est une représentation extraordinaire, avec des épées, peut-être une autre vision guerrière de l'ordre du Temple, mais c'est une représentation parfois habituelle, où on nous montre Jésus avec des épées qui sortent de sa bouche, parce que ses paroles sont des armes. Ensuite, il y a extrêmement peu, pour ne pas dire pas du tout, de représentation de la Vierge Marie. La seule présence féminine qui soit officielle, c'est une Ève vers l'arbre de la connaissance, avec un Adam qui lui fait face. On a également quelque chose d'assez curieux, qui ébouriffe les historiens. On passe très vite sur ce détail. Il y a la pesée des âmes. Souvent, on nous montre la pesée des âmes, et on nous montre que l'enfer, c'est la gueule du démon. Alors on précipite les âmes des gens qui n'ont pas été très gentils, ni très donateurs et généreux vis-à-vis de la religion, on les précipite dans les flammes de l'enfer, et puis on les voit rôtir, se faire tourmenter pour l'éternité. Là, on a une pesée des âmes, et on a des petits personnages qui avancent vers cette pesée, et cette pesée, on va s'apercevoir qu'elle est exécutée par un personnage très grand qu'on peut facilement, sans beaucoup d'imagination, imaginer comme un dieu égyptien qui pèse les âmes. Par exemple, les dieux habituels égyptiens qui pesaient les âmes. Voilà. Hein. Et on a même, à un moment, eu des réticences des servants de l'Église en disant « Moi, je veux bien dire la messe, mais vous vous rendez compte qu'on va dire la messe devant un Anubis qui pèse les âmes des chrétiens. C'est pas très catholique comme image, certes. Mais après ça, on a d'autres images qui sont, on peut dire, alchimiques, symboliques. On a beaucoup de créatures du type dragon, de ce genre de bestioles, dont une a les reins écrasés par un damier qui lui tombe dessus, et on voit la gueule à l'avant qui crache toutes les flammes qu'elle peut, et l'arrière, la queue du dragon avec les petites pattes qui semblent s'agiter dans le vide, pendant que le corps est écrasé par un damier. Le damier était une représentation géométrique très chère à l'ordre du Temple, puisque son beau sang, on nous dit, était composé d'un damier noir et blanc. Dualité oblige. Mais on va trouver, nous en avons dénombré plus d'une douzaine de créatures dans cette église pour un seul Jésus. C'est étrange pour une église. Et également, le plafond est recouvert d'une kyrielle d'étoiles qui semble anarchique, ou de rouelles semblant anarchiques, comme si le peintre avait beaucoup bu pendant la peinture et qu'il ait fait tout et n'importe quoi au plafond. Peut-on imaginer un seul instant que l'ordre du Temple qui finance ça est toléré, que le peintre ait picolé avant de peindre, et pas n'importe quoi, sans lui dire « bon, vous effacez tout et vous recommencez, sinon on vous botte le train ». Non, ils ont laissé, tout simplement parce que je pense que tout ceci représente quelque chose, avec des triangles, des pyramides gigognes qui s'emboîtent les unes dans les autres, et d'étranges récipients. Est-ce que c'est cette image, André? Oui, c'en est une. D'accord. Donc ça, c'est une vue du plafond, c'est ça? Oui, oui.
Alors on voit très bien sur cette image la partie longue horizontale pour cette image, des rectangles avec des triangles noirs et blancs. On s'aperçoit que tout va bien pour les 4 premiers, et puis ensuite ça part un petit peu en travers, et ça repart après, pour arriver à une sorte de rouelle ou croix pâtée tournoyante. En réalité, il n'y a pas là quelque chose qui est complètement anarchique, mais je pense à quelque chose de bien pensé, et ce qu'on prend pour 2 lances encadrant une rouelle, 2 lances avec les fers montant vers une croix pâtée, ne sont pas à voir dans le sens montant, mais descendant. Ce serait plutôt 2 fils à plomb, montrant par là une sorte de connivence entre les maîtres constructeurs et l'ordre du temps. Effectivement, c'est une représentation. Il y en a beaucoup d'autres. Et là, on voit les traits de construction. Les étoiles sont dans une structure qui est encore alignée. Plus on va s'approcher du cœur, et plus ça va partir en travers. L'église de Monsonnès également est un véritable ultime donjon. Lorsqu'on visite Monsonnès, si on peut avoir les clés, si la mairie est d'accord, on peut monter dans les combles, mais si on ne peut pas monter, on tourne autour de l'église et on va s'apercevoir qu'en haut, les combles sont en réalité un ultime bastion dans lequel, en cas d'assaut et de prise de la basse-cour, les Templiers se réfugiaient dans leur église pour y faire un baroud d'honneur, et monter à l'assaut du haut de l'église, ça devait être quelque chose d'impossible. La preuve, c'est que cette église n'est jamais tombée par assaut. Il y a en haut des meurtrières, il y a un chemin de ronde et il y a une citerne qui permettait de tenir très longtemps. Une montée d'escalier très étroite, très ardue, ce qui fait que quelqu'un qui veut monter avec un matériel de guerre ne le peut pas. Il dépose ses carcasses et ses lances en bas, il monte, et il suffit de le repousser. 2 hommes en haut tiennent tête à des dizaines d'attaquants qui vont essayer de monter. Ensuite, se comprend pour des anomalies de construction, c'est-à-dire des contre-marches à cet escalier difficile d'accès, des trous, tout simplement, c'est que derrière, il y a des caches, et que là, il suffisait de se mettre dans cette cache simplement avec un bâton et de pousser les chevilles de ceux qui montent pour les faire tomber. Et c'était des choses extrêmement simples, mais très efficaces. L'église de Monsonnès est un donjon, est un bastion, est quelque chose où on va se battre avec la foi et l'arme. C'est un exemple, et à mon avis, c'est le seul d'Europe qui mérite le détour, car on peut voir là un exercice de la symbolique géométrique de l'ordre du temps. Je n'hésiterai pas à utiliser, pour une des rares fois pour cette causerie, le terme ésotérique. Hein, hermétique plutôt. Le terme hermétique me convient mieux. Mais on va voir effectivement cette connivence avec ces fils à plomb que l'ordre du Temple n'a pas hésité à laisser peindre au plafond comme quelque chose qui va survoler, qui va surplomber le visiteur en lui disant « Tu vois, ce sont des maîtres constructeurs qui ont construit cette église. » N'oublions pas, c'est un détail sur lequel on reviendra si tes auditeurs et toi-même le souhaitent, que les Templiers qui vont se réfugier en Écosse ou dans ces pays où on ne va pas les arrêter, où on leur laisse une paix royale, si je puis dire, ils vont revenir en France. Ils vont revenir simplement en se dissimulant dans les castes, dans les corporations de compagnons constructeurs. N'oublions pas que très souvent, l'ordre du Temple a joué de la bourse et des louis d'or pour financer la construction des cathédrales. Les constructeurs leur doivent beaucoup et ils ont une connivence, ils ont une intelligence entre eux et on va s'apercevoir que souvent, certains Templiers vont revenir dans ces castes, dans ces guildes, dans ces compagnonnages pour revenir en France, voir ce qui se passe. Alors, sur quoi on peut s'appuyer? Eh bien, on va s'appuyer sur des signatures de compagnons. Lorsque ces Templiers reviennent et qu'on leur demande d'où ils viennent, qui ils sont, et évidemment, en Écosse, ils sont francs-maçons. Pardon. Ils sont Templiers. Et ils vont revenir, oui, ils vont revenir en disant « Je suis maçon, je suis libre, donc je suis affranchi. Je suis franc-maçon, maçon affranchi. » Je tiens à souligner ça, de toute façon, ce qu'il n'y ait pas d'amalgame immédiat avec la franc-maçonnerie. On pourra y revenir une autre fois, mais c'est une autre histoire. Et donc, lorsqu'on prononce en anglais le mot franc-maçon,
je me le suis fait répéter plusieurs fois, l'anglais va dire Freemason. Si tu as une prononciation meilleure que la mienne, tu peux faire un exercice de prononciation, c'est à peu près ça. Et lorsque ces Freemasons arrivent avec une sorte de péage ou d'endroit où on filtre ceux qui rentrent en France, qui êtes-vous? Je suis Freemason. Et on va noter, on va entendre, comme on ne parle pas anglais, bien souvent, on va entendre Freemason, limaçon. Et les signatures sont des escargots. Et il y avait quelque chose d'intéressant à Chartres. Il y a une petite trentaine d'années, lorsqu'on visitait Chartres, il y avait ce qu'on appelle le musée, le trésor, où on pouvait voir des pierres intéressantes avec des sculptures, mais surtout, il y avait quelque chose d'encore plus intéressant qui a disparu. Et plusieurs fois, j'ai tenté d'envoyer des gens au charbon en disant « Allez visiter le trésor, ramenez-moi des photographies des poutres qui y sont exposées ». Les poutres n'y sont plus, c'est curieux. Il y a eu des migrations de poutres. On sait que les grandes migrations de poutres se font à certaines époques de notre histoire. Elles migrent vers des pays qui leur sont plus favorables pour faire des petits. Et sur ces poutres, eh bien, on y voyait des escargots coiffés de aumes et portant une lance. Tout ceci a disparu. Je n'en ai plus que 2 photos en tout et pour tout, et de mauvaise qualité parce qu'elles étaient faites avec des instamatiques, soit des appareils d'une qualité trop dérisoire, mais elles y sont. Hein. Donc, et on va en trouver dans certaines signatures de la cathédrale de Lyon, on va trouver des escargots parés de cette façon. On ne voit pas bien pourquoi un escargot aurait porté un aume de guerre. Hein. Donc, ces hommes qui reviennent vont continuer, non seulement ils vont passer la frontière tranquillement et peut-être pouvoir accomplir certaines tâches, mais ils reviennent, ils vont peut-être pouvoir reprendre d'autres choses. Et pour en finir avec Monsonès, eh bien, effectivement, on a ces hommes, on a une place forte qui est restée forte, on a un endroit qui n'a jamais été pris, qui ne s'est jamais rendu, sauf au moment où on a arrêté l'ordre du Temple. Bien sûr, les hospitaliers vont prendre la relève. Ils vont laisser l'intégralité de ces peintures. C'est une chance pour nous. Ils ne vont rajouter que quelques dédicaces à quelques morts de leur ordre, et puis c'est tout. Ça va s'arrêter là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la commanderie de Monsonès, nous avons une tradition. Nous n'avons trouvé que 2 écrits, et qui sont encore de la fin du XIVe et XVe. Hein, début 15e, et puis après ça s'arrête. C'est une légende, mais une légende, surtout à ces époques, c'est une rumeur intense. On va dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette légende est la suivante. Lorsque Philippe le Bel demande, il dit, il me faut un pape capable de ratifier l'arrestation, la destruction de l'ordre du Temple. Les papes sont tièdes pour ce genre de choses, pour ne pas dire froids. Les papes, Philippe le Bel sait qu'il va y avoir de la réticence, ils vont traîner les pieds. Alors il voit un évêque qui aurait bien aimé être pape, et il y a on va transiger, c'est un certain Bertrand de Gaulle, qui va ensuite s'appeler Clément V. Et Bertrand de Gaulle, lorsque Philippe le Bel lui dit « bon, on va faire tomber l'ordre du Temple », étrangement, Bertrand de Gaulle va donner quelques conditions, et concernant la commanderie de Monsonès, il va dire « ok, mais par exemple, pour cette commanderie, je veux que 3 hommes du Temple soient épargnés et qu'ils soient attachés à la surveillance et à la sécurité de mon trésor. » Alors, quel est le trésor de Bertrand de Gaulle? Eh bien, son trésor, on va le voir dans la cathédrale de Saint-Bertrand du Comminges, qui est à côté de Valcabrère et à côté de Monsonès. Saint-Giron, Saint-Gaudens, Valcabrère et cette cathédrale. Et lorsqu'on visite cette cathédrale, nous avons la surprise de voir dans le trésor de Bertrand de Gaulle une crosse d'évêque. Il était évêque. Jusque-là, la surprise n'est pas grande. Simplement, on voit que cette corne, que ce bois de crosse d'évêque est une corne de licorne, et que l'escargot qui est en haut, qui forme la crosse, est en argent, évidemment, et Bertrand de Gaulle ne va pas hésiter à se faire appeler l'évêque à la licorne. Et c'est son trésor.
Et effectivement, il va dire à Philippe le Bel, donc voilà, je veux que 3 hommes veillent à mon trésor. Et il y a une petite clause en plus de ça, et il dit lorsqu'ils seront trop vieux, lorsqu'ils vont sentir la mort venir, charge à eux de choisir celui qui va prendre leur place. Alors on va dire, eh oui, et alors? Eh oui, bien sûr, et alors? Mais c'est très curieux que Bertrand de Gaulle se soit intéressé uniquement à la préservation de cette corne de licorne, qui n'est autre qu'un musée de Narval, évidemment, mais très grand, et puis surtout à faire rescaper 3 hommes de l'ordre du Temple. Très curieusement, on a les noms de ces 3 hommes, et ils ont tous pour prénom André. C'est pour ça que je m'étais intéressé d'un peu plus près à cette histoire qui me semblait intéressante. Et mon saint patron me félicitait d'où il était en me disant, voilà, je te donne 2 ou 3 indulgences, c'est bien de t'être occupé de moi. Voilà. Donc, je m'y suis très intéressé, mais surtout, le plus intéressant, c'est que on a autour des endroits extraordinaires, l'ordre du Temple a essaimé une foultitude de chapelles qui ont échappé à nos chercheurs en templiarisme divers et variés. On ne retient bien souvent qu'une ou deux des chapelles qui sont maintenant en Espagne. Alors on nous dit qu'ils avaient des propriétés en Espagne, mais non. Tout simplement, c'est qu'à cette époque-là, le territoire n'était pas celui qui est aujourd'hui. Hein. Donc, où était la frontière? C'était quand même quelque chose de fluctuant. Et l'ordre du Temple, par exemple, à Ranouet, a mis une chapelle qui a une frise de tête qui est la même que celle de Monsonès. Donc il y a une foultitude de chapelles qui ont toutes des légendes très intéressantes. On va y retrouver des têtes parlantes, comme par exemple au Ciercle de Gavarnie, des têtes parlantes de Templiers. Ça va nous renvoyer au Baphomet. Le Baphomet fera l'objet de quelque chose de beaucoup plus détaillé ensuite. Mais il y a un aspect répétitif. On nous dit que le soir du décès du bûcher de Jacques de Molay, dans ces lieux, il y a des hommes, on voit des fantômes qui montent légèrement blanchâtres, qui montent vers une chapelle en gémissant, et vers les minuit, une voix s'élève en demandant par 3 fois, en disant « Le temple est mort, qui défendra le temple ?» Et par 3 fois, une voix sépulcrale répond « Personne, 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 le temple est mort. » On va retrouver cette légende avec le cercle de Gavarnie, on va le retrouver à Monsonès, et on va le retrouver dans un château dans le Beaujolais, dont le nom, je vais lui donner pour nom, le nom du château de la Dame de Trèfle, puisqu'on m'a invité par lettre recommandée à ne jamais plus prononcer son nom, ni l'écrire sur Internet, ni montrer des photos, suite aux éléments que nous avions avancés sur les propos templiers de ce site. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des propos qui sont toujours un peu blessants, même pour l'autorité. Donc, il y a cette idée de quelque chose qui va perdurer, qui a perduré, on en est certain, et il y a eu une transmission. La transmission est passée. Ne serait-ce qu'elle a pu passer, par exemple, par ces Templiers réfugiés chez les Chartreux, ces Chartreux qui ont pu garder cette mémoire quand même religieuse et la transmettre à qui de droit le moment venu, comme par exemple ce sera le cas pour la Chartreuse de Sainte-Croix dans le Pilat, avec une étrange histoire qui se déroule au XVIIe siècle, avec un prieur qui fait des découvertes, qui ferait pâlir de jalousie un certain Béranger Saunière, curé d'un certain village de Rennes-le-Château, 400 ans plus tard. C'est étrange. Les similitudes sont pratiquement les mêmes, avec des trésors toujours aussi très intéressants, une histoire au point qu'on va tuer des gens et on va courir après ce prieur pour le faire taire et récupérer ce qu'il a pu trouver. Voilà. Ça, c'est un aspect de transmission qui est indéniable. À propos de Monsonès, les souterrains existent, puisqu'on en a des photographies. Donc, il y avait un système qui permettait d'entrer et de sortir de la commanderie. Nous allons avoir, par exemple, un exercice à Monsonès que j'ai toujours trouvé quelque chose d'intéressant, d'un peu triste. C'est, par exemple, on a vu à un moment que un chercheur qui habitait en face de cette église,
qui était devenu mais fanatique de son église, prétendait avoir localisé le puits de la commanderie. Et les historiens de lui dire, mais s'il y avait eu un puits, on le saurait, on l'aurait déjà retrouvé depuis longtemps. Calmez-vous, prenez un aspirine, allez vous reposer, vous verrez, ça ira mieux demain matin. Et puis un beau jour, il y a eu, on a décidé, les Monuments de France ont décidé d'aménager l'alentour de l'église de Monsonnès. Et puis, pour faire taire ce chercheur, qui curieusement avait lui aussi pour prénom André, et que je connaissais très bien, lui ont dit, bon allez, il y en a assez, on va faire filer un coup de tractopelle à l'endroit où vous nous dites qu'il y a un puits et vous allez voir qu'il n'y a jamais eu de puits à cet endroit. Stupéfaction. On s'est aperçu qu'effectivement, le puits avait été comblé, on l'a décomblé, on l'a débouché, et on est arrivé au fond, et c'est là que les choses vont devenir très intéressantes. Il y a des témoins, ça s'est pas passé de nuit, c'est pas des gens avec des cagoules noires et des hommes armés de fusils mitrailleurs autour du puits qui ont assuré ce travail. Ça a été fait en plein jour, avec des ouvriers maçons, des manœuvres maçons, et on leur dit de déboucher le puits. Ils le débouchent, il n'y a pas de problème. Et on voit que le puits a été comblé. Peut-on imaginer que l'ordre du Temple ait comblé le puits? Sans doute pas en une nuit au moment de l'arrestation. Ils n'auraient pas eu le temps. S'ils l'ont comblé, c'est bien ce que j'ai dit au début, il y a eu des semaines avant, on leur a dit, attention, planquez ce qu'il faut planquer, faites partir les valises, ça va chauffer. Ils ont planqué, ils ont comblé le puits. Alors, au fond du puits, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on va trouver un plancher. Un plancher composé d'énormes madriers de chênes et de châtaigniers. On peut penser à 40 ou 50 cm de côté. Des pièces de charpente phénoménales. On imagine depuis le temps qu'elles ont séché, durci. Alors, on va y aller à la tronçonneuse. On va y laisser une chaîne tronçonneuse. Mais on va quand même finir par passer. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on a voulu cacher en comblant un puits et en faisant un plancher avec ces madriers? L'imaginaire commence à s'enflammer. En quelques minutes, on imagine qu'il y a sous ces madriers, n'en doutons pas, une montagne de pièces d'or, un Baphomet, des parchemins sur Jésus-Christ, sur sa mort ou sa non-mort. Les ouvriers maçons descendent, passent par cette brèche faite dans les poutres. Déception. Ils vont faire remonter dans un seau 2 pierres. Et puis on nous dit que le seau aurait été trouvé, là aussi. Mais le seau, c'est quelque chose d'extrêmement important pour une commanderie. C'est ce qui scelle, c'est ce qui permet d'authentifier. C'est la signature, même si on ne sait pas lire et écrire, c'est la signature, comme quoi le document est ratifié par le commandeur de cette commanderie. Le sceau. Évidemment, on a planqué le sceau avant de planquer les pièces d'or et les calices, parce que c'est ce qui va permettre, le pense-t-on à cette époque, de refaire redémarrer la trésorerie de la commanderie lorsque qui de droit sera revenu et on aura repris possession. Voilà. Donc à partir de là, on peut comprendre pourquoi le sceau a été planqué. Si on comprend pourquoi le sceau a été planqué, et nous en avons évidemment une empreinte, cela va sans dire. Mais pourquoi a-t-on voulu planquer 2 simples cailloux, 2 dalles? Les dalles ne sont pas toujours innocentes. On en a une, on a parlé de Rennes-le-Château, on en a une qui est très intéressante. C'est la dalle mortuaire de la Dame de Poule. Hein, elle aussi est intéressante. André, quand tu parles de cailloux, c'est quoi ça? Un caillou? Ce sont des dalles. Des dalles, c'est ça. Oui, oui. Alors, évidemment, je ne vais pas utiliser miasme pour faire ma publicité, mais nous sommes les seuls à avoir pu faire un relevé de ces pierres à cette époque, et nous en avons bien entendu des photographies. Et il n'y a que notre livre qui représente ce qu'il y a sur ces dalles. On va s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, une révélation, sans doute c'est une révélation. On va s'apercevoir que ces 2 dalles sont faites pour s'imbriquer l'une dans l'autre. Une partie va être horizontale et l'autre va s'emboîter à tenon et mortaise dans la partie horizontale. Elle va rester verticale. La verticale est légèrement trapézoïdale et a pour toute gravure ésotérique, symbolique, mystérieuse, tout ce qu'on veut, qu'un grand cercle avec un point au centre. Bon, sur le plan géométrique, le symbole vaut son poids. Mais ensuite, sur la partie horizontale, on a une sorte de rectangle divisé en carrés. Peut-on penser à ce qu'on appelle, dans certaines sociétés hermétiques ou à tendance symbolique, un carré long?
composée de carrés qui vont s'harmoniser et une diagonale. On va retrouver cette représentation dans une des peintures en haut, dans l'église de Monsonès. Jusque-là, on remonte les pierres. Alors on est content. Voilà enfin des pièces qui viennent de l'époque templière. Stupéfaction. Ne voilà pas que le responsable du chantier, lorsque ces pierres remontent, se gratte la tête, le menton, le nez, les oreilles, tout ce qu'il peut, et il dit « cassez-moi ces cailloux ». Et on a cassé ces 2 pierres. Point final. Complot? Non, je ne pense pas. Ignorance? Plutôt. Indifférence, disons. Et puis on n'a pas le temps de faire une étude. Ce sont 2 cailloux avec de vagues gravures. Rien ne prouve que c'est templier. Donc, hop, à la casserole. L'ennui, c'est qu'on était présent avec André Périguet à cet instant et que nous avons pu en faire des photographies et qu'à partir de ces photographies, nous en avons fait des croquis. Un autre curé, on a fait lui aussi des croquis. On a son relevé, ce qui fait que même si on craint les avancées d'André Douzet qu'on va classer en douzetteries ou en petites douzetteries de fantaisie, là, un curé les a vus, un curé en a fait mention lui aussi, et nous en avons des photographies. N'oublions pas que ceci se passe à l'époque de l'argentique. On n'est pas aux pellicules numériques. On ne peut pas truquer ce genre de choses. Pourquoi? D'une part, a-t-on détruit ces 2 pierres alors qu'on pouvait tout simplement les mettre contre le mur de l'église ou à l'intérieur, ou que la mairie puisse les prendre et les mettre dans sa salle de délibération ou de mariage, et en disant voilà des pierres qui ont été trouvées dans le puits de Monsonès, on ne sait pas ce que ça représente, c'est tout. Hein, c'était planqué dessous, un point c'est tout. Non, on les détruit. J'ai toujours trouvé ce comportement assez étrange. Oui, c'est un comportement qui, tu t'as dit, non, c'est pas un complot, mais il y a forcément une volonté derrière. Si c'est 2 cailloux vraiment qui n'ont aucune importance, les cailloux, tu les balances dans le fossé ou tu les donnes un douzier qui passe, quand fera peut-être une, tu vois, de marcher. Non, le fait de les briser, c'est qu'il y a une volonté. Tu ne perds pas ton temps à briser des pierres qui étaient dans une salle qui était bouchée pour. Ça s'appelle une destruction de preuves. Voilà. Hein. Alors aujourd'hui, on est tranquille parce que bizarrement, ce puits qui était sec à l'origine, on a curé jusqu'à ce que l'eau vienne. Et aujourd'hui, au fond, il y a de l'eau. Ce qui fait que, mais ne désespérons pas que, comme le veut la tradition, la vérité sorte toute nue du puits, un jour ou l'autre. Ah ouais, ça sort toute nue du puits, toi, la vérité. Je connais pas l'expression. Bon, t'as pu y descendre, toi, dans ce puits? Non. Non, parce qu'aujourd'hui, une grille solide. Et puis, à mon avis, d'abord, j'ai peur de l'eau. Et à mon avis, ce serait extrêmement dangereux. Et puis, arrivé au fond, il faudrait descendre avec un équipement particulier pour aller voir au fond. Et puis, moi, la question, elle est simple. Pourquoi avoir effectivement détruit ces preuves? Une photographie n'aurait fait de mal à personne. On s'est fait tirer les oreilles au moment où on a fait les photos. Bon, on les a aujourd'hui. Hein, je n'ai rien vu de baphométique, de lourds secrets, en tout cas accessibles à ma petite connaissance en voyant ces 2 pierres. Je les remarque. D'ailleurs, si on ne les avait pas détruites, je ne les aurais pas remarquées. Je n'aurais pas pensé qu'il y avait quelque chose. Oui, ça c'est mon exercice de la persécution qui agit à chaque fois. Et je me dis, bon, si on les a bousillés comme ça, pourquoi? D'ailleurs, il n'y a pas que là. On a une foultitude d'exemples où on voit des gens mandatés officiellement y aller joyeusement. Dans Monsonès, une partie des fresques qui descendaient jusqu'en bas dans la nef, jusqu'au sol, sont maintenant recouvertes d'un ciment, et on nous dit, c'est pour éviter les remontées. Ben oui, on a abîmé les fresques, on a mis un ciment hydraulique, mais c'était pour le plus grand bien des murs. Ce serait toujours gênant que les murs s'écroulent. Oui, c'est vrai. Mais alors au moins, vous en avez fait des photos avant de les enduire de ciment. Ah ben, on n'y a pas pensé. Bien sûr. Ce sont des fresques qui n'ont après tout que 700 ans. On ne va quand même pas s'ennuyer avec un vestige comme ça qui n'a pas plus de 700 ans. C'est bien normal, c'est bien compréhensible. Et puis, il faut acheter une petite pellicule au bureau de tabac. On n'a pas les crédits, on n'a pas... Voilà. Donc après, effectivement, je suis acide, je suis un peu... tu fais ton beau cœur, tu fais ton beau cœur. Et du coup, là, j'espère, je m'attends à ce que tu me dises, mais moi, je les ai prises en photo.
Tu les as prises en photo? Bien sûr que je les ai prises en photo. Ah bah voilà. Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir écrit un livre sur Monsonès. Tout à fait. D'ailleurs, le livre, c'est celui-ci. Exact. Voilà. Monsonès, une commanderie et une église templière oubliée. Voilà, c'est ça. Hein. Donc évidemment, je ne fais pas ça pour de la pub. Je pense que tu nous connais maintenant suffisamment. On n'en est pas là. Mais j'ai été très surpris. Ce livre est le seul qui est apporté autant d'éléments sur Monsonès. Et il brille par la négligence ou l'indifférence qu'on lui apporte. C'est pas grave. Il n'empêche que dans ce livre, il y a effectivement des photographies assez inédites, et puis il y a les reproductions de ces deux pierres. Alors effectivement, nous sommes je ne pense pas qu'on soit les seuls à en avoir eu des photographies. Je pense que d'autres ont eu le temps d'en faire quand nous, on les a faites. Mais ce père curé qui écrit un document de 4 pages, pas plus, sur les pierres de Monsonès, a un tracé qui est le même que le nôtre. Donc, soit il les a vues, soit il en a eu des photographies, soit quelqu'un a pris la précaution, avant qu'elles soient détruites, d'en faire un relevé. Et donc, effectivement, j'ai pour moi, comme témoin, ce père curé, hein, que d'ailleurs je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, qui est mort avant que j'ai pu écrire mon livre. Je ne l'ai pas rencontré, et il relate les mêmes choses que nous. Donc, soit je suis sa réincarnation, et évidemment, je dis ça avec énormément de techniquement pas possible, là, je te rassure. Voilà, c'est impossible. Il y aurait une incohérence de diplomatie et de philosophie. Mais, par contre, ce père curé, donc tu dis qu'il a sorti un écrit, c'est ça? Oui. Tu as le nom de cet écrit? Non, il a fait un écrit à titre personnel. Je crois qu'il y a 2 pages, 3 pages, 4 pages au grand maximum, où il montre les dessins de ces pierres, parce que pour lui, on pourrait en tirer des conclusions religieuses et apporter une autre vision depuis ces dessins, c'est tout. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est que le fait qu'il ne s'y soit pas intéressé comme une mémoire redoutable pour l'ordre du Temple est intéressant, parce qu'on a rigoureusement les mêmes dessins, lui et moi. Voilà. Et lui a une approche qui est religieuse, évidemment. C'était le père curé qui desservait l'église de Monsonès. Il s'y a intéressé, il a fait un écrit de 2 ou 3 pages, et puis c'est terminé. Mais André Périguet, qui était celui qui était fasciné par cette église, avait conservé tout un tas de documents là-dessus, et qui lui était bien copain avec ce curé, et qui nous a montré énormément d'archives. Voilà. À ce propos, je vais ajouter, on a un site qui s'appelle France Nervie Secrète, et où il y a, je crois, 2 ou 3 articles sur Monsonès, qui sont des articles qui ont été faits avant la sortie de ce livre, bien avant, je vais dire une bonne vingtaine d'années avant la sortie du livre, et à une époque où on avait simplement mis des articles sur notre site, France Secrète. Voilà, donc on peut les trouver, je crois qu'on peut trouver ces articles très facilement sur le net. Ça donne déjà une première idée. Et oui, et effectivement, sans prétention aucune, je pense qu'on a été, après André Périguet, cela va de soi, André Périguet a été quelqu'un qui a été remarquable pour son église, une mémoire vivante extraordinaire, mais je pense qu'on a été les seuls à approcher le plus près possible les détails. On a par exemple, sur un des linteaux de porte, on a ce qu'on appelle une pendule à Salomon. On a tout un tas d'éléments extrêmement intéressants sur le plan symbolique, en répétant encore une fois qu'à ce stade de l'entretien et de l'approche qu'on a de ce sujet déjà tellement délicat et tellement fumeux, j'évite, et j'aimerais qu'on évite de parler d'ésotérisme ou d'occultisme à propos de Monsonès, dans un premier temps. Symbolique me suffit largement. Je ne suis pas qualifié pour aller plus loin. Parce qu'au final, sur Monsonès, mais bon, c'est pas une émission sur Monsonès qu'on fait aujourd'hui, donc après on ira sur les autres sites, mais cette question, elle est vraie aussi pour l'ensemble des sites de l'ordre du Temple. Qu'est-ce qu'ils y auraient caché?
C'est à partir du moment où tu commences comment dire, à crypter des choses sur les murs, sur les plafonds, à partir du moment où tu commences à Dans les graver des choses sur les pierres, c'est parce que tu veux faire passer des messages ou tu veux peut-être faire passer une sorte de carte au trésor, comme il peut y en avoir ailleurs. Qu'est-ce qu'ils y auraient caché? Alors, sur ce plan trésoraire, je sais que le mot n'est pas encore dans les dictionnaires, mais forcément, l'ordre du Temple avait un trésor. Trésor financier, mais ce que j'appelle trésor, l'exemple le plus habituel que je donne, dans tous les chefs-lieux de canton, pour ne pas dire ailleurs, il y a ce qu'on appelle la trésorerie principale. Hein, c'est les impôts. Eh bien, c'est le trésor public. Et même si tu es copain avec le responsable de la trésorerie de ton chef-lieu de canton et qui te dit, mais viens voir, dans son coffre-fort, il n'y a pas une montagne de pièces d'or, il n'y a pas des couronnes royales, il n'y a pas la relique de Jésus-Christ. Mais non, c'est le fric, c'est le trésor qui est nécessaire à faire fonctionner une commune, une communauté, un pays ensuite. Donc pour moi, le trésor de l'ordre du Temple, c'est tout simplement ce qu'il avait pour continuer à vivre, acheter du bois, du fer, des pierres, des consciences, à tout acheter, de la viande, tout ce que tu veux. C'était ça le trésor, et rien d'autre. Qu'après, il y a eu des pièces extraordinaires venues d'Orient. Peut-être, je ne sais pas, probablement, mais c'est pas ça pour moi l'intéressant. Donc, les commanderies avaient du fric, avaient de l'argent, on le sait, ils pouvaient acheter, ils vendaient, il y avait des revenus qui rentraient, il fallait bien les stocker. Bien sûr que ça partait vers des maisons plus importantes après, mais au moment de l'arrestation, on va trouver des clopinettes. C'est bien ce qui va faire la fureur des gens qui vont saisir, c'est qu'on dit, mais il n'y a que dalle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout bu, ils ont tout mangé. Alors oui, effectivement, trésor. Mais on voit que l'ordre du Temple n'était pas fait de crétins qui commandaient une masse d'hommes qui avaient la foi. Non, il y avait des cerveaux à la tête. Et ces cerveaux auraient-ils été assez idiots pour mettre tous les œufs dans le même panier? Auraient-ils été plus idiots que la petite fermière du coin qui va ranger ses œufs dans plusieurs paniers? Certainement pas. Qu'il y ait eu une masse dans un endroit plus important qu'ailleurs, parce qu'on y faisait des transactions, où l'endroit était plus sécurisé qu'ailleurs, pourquoi pas? Mais je pense qu'il arrive à un moment, et il y a eu des commanderies qui ont été choisies, effectivement, pour qu'on rassemble certaines choses. Monsonnès, effectivement, tu as raison. Si on fait un jeu de piste, si on laisse des éléments, c'est que d'abord, on a l'espoir que celui qui est mandaté ou qui a la connaissance, en voyant, en passant devant cette église, se dise « Ah, là, il y a quelque chose, parce qu'on m'a dit que s'il y avait ce symbole-là, voilà, donc je peux y aller, et voilà. » Donc, mandater le futur, lancer une bouteille à la mer, mais bien sûr. Et Monsonnès n'a pas fait exception. Je vais ensuite penser notamment à cet étrange château de la Dame de Trèfle dans le Beaujolais, où là, effectivement, le passé, les légendes, nous reviendront dessus lors d'une prochaine émission. Là, c'est gratiné. Là, effectivement, il y a eu une trésorerie, je dirais trésorerie importante. Je pense au Verdon. Le Verdon aussi, nous allons y revenir. Et en débroussaillant, en enlevant toutes les sottises et tout ce qu'on peut raconter sur je sais tout, mais vous comprendrez, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Mais bien sûr qu'il y a eu des choses. Et là, je te montrerai une photo d'un endroit où les monuments de France disent « Ah non, non, il n'y a pas eu de Templiers à cet endroit ». Et puis lorsque tu vois un document des monuments de France, où ils disent eh « Oui, ça appartenait aux Templiers ». Alors, il faudrait savoir. Donc, il y a des choses. Alors, c'est dommage qu'on ne m'ait pas argumenté, mais on protège justement ce qui vous intéresse. Figurez-vous qu'on dit, bien sûr qu'il y a eu des Templiers à cet endroit, on est tranquille. La nuit suivante, les gens avec les petites pelles, les baramines, les détecteurs de métaux, les pendules, les ovnis vont arriver. Les réincarnations de Jacques de Molay vont arriver par plein quart de touristes pour nous dire donnez-moi la part du gâteau, c'est mon gâteau. Bien sûr. Donc je vais citer en vrac évidemment, Monsonnès, le Verdon, d'autres endroits comme Lyon, Saint-Croix-de-Jarret, la commanderie dans la vallée du Rhône, j'ai perdu le nom et qui a été repris
par une chartreuse où on fait d'ailleurs un excellent vin. Elle a été chartreuse et puis ensuite elle a été reprise au moment de la Révolution. Et il y a des choses extraordinaires. Bien sûr qu'il y a eu des dépôts. Bien sûr qu'à mon avis, ils y étaient encore au moment où le temple tombe. Que s'est-il passé après? Ça, je ne sais pas. Mais les balises restent en place. C'est comme si tu veux, tu vas encore trouver une pancarte routière, Michelin, en te disant, là, il y avait tel hameau. Bon, la pancarte y est toujours. Tu y vas, mais on te dit, ah ben, le hameau, il n'y avait plus personne. Comme c'était dangereux que les gamins allaient y jouer et qu'un jour on avait peur qu'ils y foutent le feu, monsieur le maire a pris le bulldozer de la commune et a tout fait ratisser, il n'y a plus rien. La pancarte existe toujours, on te dit toujours qu'il y avait un hameau, mais il n'y est plus. Alors peut-être qu'il y a eu des dépôts, peut-être qu'il y a eu des choses importantes. J'espère profondément qu'elles y sont encore, mais peut-être elles n'y sont plus. Et là, sur ce plan-là, je tiens à rester formel sur cette image. Hein. Ça, c'est clair. Comme on verra que les Périlos avaient de très intéressantes connivences avec l'ordre du Temple. Connivence, intelligence. Hein. Et puis on va s'apercevoir que effectivement, les papes vont beaucoup s'intéresser à cette histoire. On va y revenir lorsqu'on va parler de certains endroits de l'autre côté de nos frontières. C'est fascinant. Donc effectivement, tu as entièrement raison, il reste des balises, il reste un jeu de pistes, mais précisément, il faut être extrêmement prudent. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Je pense notamment au Verdon. Que nous reste-t-il comme balise? Ben, c'est simple, il n'en reste pas. Alors qu'après, on échafaude en disant oui, les Templiers sont passés là. Vous avez des preuves? Non, mais on m'a dit que... Ah, je ne pourrais pas ici dire ce qu'on dit sur on est un, 3 points de suspension. Non, s'il n'y a pas de preuves, il faut d'abord chercher des preuves, des fondations, des fondements, et après on avance. Ce qui est très étonnant, nous y reviendrons parce que j'ai l'intention à propos de l'ordre du Temple d'y revenir après mon Monsonnès, effectivement sur le Verdon. Mais effectivement, nous allons y revenir. Et puis, il y a encore un endroit merveilleux, et là aussi, nous avons des photographies très intéressantes. Et là, on a des preuves que nous avons fait des recherches à cet endroit. C'est la maladrerie de la Madeleine. Quel joli nom pour une maladrerie, non? La Madeleine, maladrerie templière, au fond des gorges du Verdon, de l'Ardèche, pardon, de l'Ardèche. Il y a 30 ans, 35 ans, nous avons été les seuls à y entreprendre une recherche, sous les sarcasmes de tout le monde. Il n'y a que monsieur le maire de l'époque qui m'a dit tout ce que je peux faire, c'est vous donner l'autorisation de débroussailler. Nous avons débroussaillé, nous avons fait des photographies, nous avons fait de l'infrarouge. Et la preuve que nous y avons travaillé, eh bien, c'est une descente de gendarmerie sur le site pour nous demander ce qu'on était en train de faire. Parce qu'un petit malin, sans doute ayant des relations avec quelqu'un des monuments historiques, lui a téléphoné en disant il y en a qui font des fouilles clandestines. Les gendarmes sont venus, ils étaient quand même une bonne douzaine, il fallait quand même bien être une douzaine pour arrêter André Douzet qui débroussaillait sur un site comme celui-ci, n'est-ce pas? Ils ont fouillé les toiles de tente, nos sacs à dos, il y a eu un procès verbal, ça n'a jamais été plus loin, oui, nous avons pris des choses, Antoine, oui, c'est vrai, je l'avoue ici humblement sur miasme, nous avons pris des photographies. Fort heureusement, encore une fois, à cette époque, le numérique n'existait pas. On a tout fait à l'argentique, y compris les infrarouges. Et nous avons vu un beau jour, lors d'une fête du livre, quelqu'un venir de la part des Monuments de France en disant « Ah oui, Douzet, mais c'est vous qui avez été le premier à faire des recherches sur la maladrerie. Est-ce que vous voudriez nous donner communication du dossier que vous aviez fait ?» Et oui, mon passé de dessinateur en bâtiment me permet de savoir faire un état des lieux. Et nous avons fait un très bel état des lieux à cette époque-là, avec des détails qui existaient, que les Monuments de France n'ont pas, et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de donner connaissance du document. Nous n'avons pas donné suite. Mais là, nous avons également des éléments pour nous entendre dire, très vite, mais c'était pas templier, hein, ça appartenait à l'ordre de Malte, cet endroit. Et aujourd'hui, quand tu les écoutes, quand tu t'approches des photographies, des petits comptes rendus qui commencent à transpirer, ah mais c'était la maladrerie templière. Voilà, mais c'est pas tout. Nous reviendrons sur la maladrerie des gorges de l'Ardèche un de ces jours, Antoine. Et là, je crois que là aussi, nous allons avoir d'aussi belles surprises
que nous avons pu en trouver à Monsonès. En fait, le problème, finalement, avec les ordres du Temple, c'est dès qu'on évoque, dès qu'on cite le mot ordre du Temple, dans les yeux des gens, ça clignote trésor, trésor, trésor. Et donc, ça amène forcément, à un moment donné, à des dérives. Absolument, absolument. Et puis, mais comment peut-on imaginer? Mais bien sûr, et puis on peut bien rêver. Rêver, c'est pas interdit. L'imaginaire est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Si je n'avais pas rêvé un jour, si je n'avais pas eu cette soif du rêve et d'avancer, jamais j'aurais fait tous ces travaux. Hein. Dans l'absolu, avant d'être ou un débile ou un fou furieux ou un mythomane, disons que je suis un rêveur. Ça me convient. Mais si je n'avais pas rêvé, eh bien, je n'aurais pas fait toutes les recherches, ni montré toutes les photos que petit à petit, on commence à exposer dans le musée. Bien sûr. Alors, c'est dangereux. Mais avant de bondir sur sa petite pelle américaine, sa baramine et sa petite brouette, et si on essayait de chercher des documents, des archives, de réfléchir, peut-on penser que l'ordre du Temple, s'il a caché un dépôt, qui n'est peut-être pas très gros, une trésorerie, ça n'a pas besoin de beaucoup de pièces d'or pour fonctionner. Une dizaine, une vingtaine suffisent. Ça tient dans une main. Par contre, des archives de la commanderie, ça, c'est un trésor sur le plan documentaire. Peut-on supposer que l'ordre du Temple ait été assez crétin pour permettre qu'il suffit d'emboutir 3 cailloux pour qu'on le trouve? Mais non. D'abord, ils ont eu très peur qu'à cette époque-là, certains se mettent à démonter leur maison de fond en comble. Donc, s'ils les ont enfouies, elles le sont profondément et elles sont à l'abri des pillards. Mais bien entendu que l'imaginaire se met en route. On a tellement poussé la roue sur l'ordre du Temple qu'on ne peut plus maintenant y échapper. Dès que tu as dit ordre du Temple, crac, ça y est, c'est le trésor. C'est les fantômes, c'est l'esprit du Temple. Le Temple qui revient évidemment avec... Forcément, le Temple fait partie de cette secte mondialiste qui dirige le monde. Formidable, extraordinaire. Les cagoulards, ils sont sous les cagoules, n'en doutons pas un instant. Non, il faut rester stable dans une recherche et se dire que s'ils ont caché quelque chose, ils n'ont pas été assez crétins pour le faire trop légèrement. D'ailleurs, aujourd'hui, que ce soit dans le Verdon, que ce soit à Monsonès, à Rennes-le-Château, notamment, ou dans des endroits d'anciennes chartreuses, ou même dans des Val-Dieu ou d'autres commanderies, qu'a-t-on trouvé? Que peut-on poser sur la table d'un trésor templier? Rien. Quelques restes d'armes dans une tombe? Ce n'est pas un trésor. Pour un guerrier, oui, c'est très important. C'est très important, une arme. Mais lorsqu'il est mort, mon Dieu, de l'autre côté, c'est le cas de dire, mon Dieu, de l'autre côté, on lui épargnera de remonter à l'assaut. Donc, trésor, c'est autre chose. C'est un savoir, c'est une connaissance. Peut-être, oui, peut-être avec des accès à ce qu'on va déformer. Le Baphomet n'est qu'une déformation de quelque chose peut-être de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus poussé et peut-être d'historique. On va y revenir, hein, parce qu'on a quelques éléments et qui ne sont pas discutables, parce que le touriste peut aller les voir. Monsonès, ce que j'ai dit, oui, le touriste peut aller visiter Monsonès. Les clés sont dans le restaurant qui est en face. Il n'est pas templier et c'est pas le diable bougre qui cuit derrière les fourneaux. Hein. Donc, ce que nous avançons est facile à trouver, est facile à vérifier. Après, oui, on peut rêver. Après, oui, on peut imaginer, mais on ne peut avancer sur une chose comme ça qu'avec quelque chose de stable dessous. Je pense notamment à la maladrerie de la Madeleine dans les gorges de l'Ardèche. Nous avons fait une recherche très intéressante et où, encore une fois, en filigrane, on voit apparaître les Chartreux. Ce qu'aujourd'hui, les archéologues n'ont pas encore trouvé. Tout comme aujourd'hui, ils cherchent. Ah, ils ont trouvé un sarcophage. Oui, ils en ont trouvé un. Allez, même disons qu'ils en aient trouvé 2, et 3, et 4, et 5. C'est pas le cimetière. Non. C'est dommage, s'ils nous l'avaient demandé poliment, je leur dirais où nous avons retrouvé l'ossuaire. Il fallait nous le demander poliment et ne pas nous envoyer les gendarmes. Voilà. Pour répondre à ta question, oui Antoine, j'ai des photos. Écoute, celles-ci, on les diffusera lorsqu'on fera une émission spéciale, Monsonès spéciale la maladrerie. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fait un deuxième tour d'horizon sur l'ordre du Temple plutôt intéressant. La prochaine fois,
On l'a déjà enregistré, mais je vais le passer dans cet ordre chronologique-là. La prochaine fois, on va faire un focus sur justement la commanderie, la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Voilà. Et puis, il y aura peut-être un quatrième volet de l'Ordre du Temple dans des émissions futures. Avec grand plaisir, Antoine. En tout cas, André, je te remercie pour ce nouveau petit voyage en ta compagnie, cette nouvelle causerie. Allez, je te remercie et je te dis à très bientôt. Mais c'est moi qui te remercie. À bientôt.